Assalamu alaikum wa rahmatullah. Avec vous, Noureddin Ibn Boufker. Et c'est le routage dans les réseaux. L'accès à Internet est devenu petit à petit un masque de notre vie quotidienne. Presque les 2 tiers de la population mondiale, ça veut dire un nombre aux alentours de 5 milliards d'utilisateurs, sont connectés à Internet. Et pour eux, Internet se résume à un terminal, généralement un smartphone, et à un service auquel ils accèdent. Mais la réalité est très loin de cette représentation simpliste. La réalité fait d'Internet un réel iceberg, dont la partie visible ne représente qu'une petite portion de son architecture. Cette vidéo sera consacrée à la présentation de l'architecture Internet en présentant le concept de système autonome, en le définissant, en justifiant le pourquoi utiliser une architecture basée sur les systèmes autonomes, les identificateurs de systèmes autonomes, leur type, les accords de voisinage et finalement une synthèse en chiffres. Internet est connu par tout le monde comme étant le réseau des réseaux. Et les systèmes autonomes sont de grands réseaux qui composent cet Internet. Plus précisément, un système autonome est un grand réseau ou un groupe de réseaux. Ça veut dire groupe de réseaux, ça veut dire groupe de préfixes, qui a une politique de routage unifiée. Chaque ordinateur ou bien chaque hôte appartenant qui souhaite se connecter à Internet doit nécessairement appartenir à un système autonome. Les systèmes autonomes, en général, vont faire partie du patrimoine d'un fournisseur de services. Ce fournisseur de services, il va faire appel à ce système autonome pour fournir un service de contenu, un service d'accès, ou tout simplement le système autonome fera partie de l'infrastructure d'une entreprise privée, lui permettant d'accéder de façon privée à Internet. Les systèmes autonomes diffèrent par leur portée géographique. Ainsi, certains systèmes assurent une couverture régionale, d'autres une couverture nationale, telle que chez nous au Maroc, le réseau de l'enseignement supérieur Malouane, ou bien international, tel que celui de l'opérateur Telia Sonera. Pour comprendre le pourquoi d'une telle architecture reposant sur le concept de système autonome, il faut revenir aux origines du concept de routage hiérarchique. En effet, le routage hiérarchique est une alternative au routage plat qui consiste à découper le réseau en plusieurs zones. À l'intérieur de chaque zone, les routeurs échangent des informations de façon fréquente et précise, alors qu'entre les zones, cet échange se fait de façon résumée. C'est-à-dire que les informations sont agrégées lorsqu'il s'agit d'un échange interzone. À travers cette agrégation, le découpage en système autonome va permettre d'améliorer la scalabilité du routage, ça veut dire la résistance au facteur d'échelle, en réduisant la taille des tables de routage et aussi le volume d'informations échangées. Aussi, ce découpage va permettre de masquer la complexité de l'Internet vis-à-vis des utilisateurs. Pour ce qui est de l'identification des systèmes autonomes, c'est clair, puisque Internet est devenu un ensemble de systèmes autonomes interconnectés, ces derniers, pour qu'ils puissent être interconnectés, doivent être identifiables. Chaque système autonome doit de ce fait, ou bien possède de ce fait, un identifiant appelé Autonomous System Number qui est attribué par le registre Internet régional. Par exemple, en Afrique, notre registre, c'est l'Afrique. Cet Autonomous System Number va permettre au système autonome d'échanger des informations de routage avec d'autres systèmes autonomes. Ça va permettre aussi aux fournisseurs de services de mettre en place une politique de contrôle ou bien une politique de contrôle de routage. Les avantages derrière l'acquisition d'un numéro de système autonome sont diverses.
Nous pouvons citer la capacité d'établir des relations de voisinage avec des voisins Internet, la possibilité de mettre en place et de personnaliser la politique de routage, et aussi la possibilité de s'interfacer avec des IXP ou bien ce qu'on appelle des points d'échange Internet. Pour ce qui est des types de numéros de système autonome, il y a deux types de numéros. Il y a les numéros privés qui peuvent être utilisés pour un système qui communique via BGP avec un fournisseur, et les systèmes publics, les numéros de système autonome public qui sont nécessaires pour échanger des informations à l'échelle globale d'Internet. Avant janvier 2009, les numéros de système autonome étaient codés sur 2 octets, c'est-à-dire 16 bits, ce qui permettait un maximum de numéros de système autonome de 65 536 numéros de système autonome. Sachant qu'il y a 1024, les 1024 derniers numéros de système autonome étaient réservés. Vu la forte demande sur l'utilisation d'Internet, l'IANA a opté pour une nouvelle forme de codage des numéros de système autonome basée sur 4 octets, ce qui a donné des possibilités d'identification de numéros de système autonome qui sont très vastes. Nous pouvons, à travers les 4 octets, il y a une possibilité d'avoir des 4 milliards et plus de numéros de système autonome. Ok. Ceci étant dit, je passe au troisième point qui concerne les types de systèmes autonomes. Pour ce qui est des types de systèmes autonomes, en général, Internet, comme on l'a vu, c'est le résultat d'une série d'interconnexions de systèmes autonomes. Cette interconnexion a donc organisé les systèmes autonomes en voisins. On appelle systèmes autonomes voisins des systèmes autonomes qui ont établi un lien d'interconnexion pour échanger le trafic. Ainsi, plusieurs types de voisins peuvent être cités. Le premier, ou bien le premier type d'interconnexion de système autonome, c'est le Single Homed Autonomous System, qui signifie que notre système autonome dispose d'une seule connexion, partant vers le fournisseur de services Internet. L'avantage d'une telle conception, c'est qu'elle est économiquement rentable, sauf qu'elle souffre d'une limitation majeure qui est la qualité de service structurelle, ça veut dire qu'il y a absence de redondance. Nous pouvons améliorer ce design à travers l'ajout d'un deuxième lien, que ce soit pour les besoins de redondance ou même pour les besoins d'amélioration de la capacité d'échange. Ça, c'est ce qu'on appelle le Dual Homed Network. Il y a aussi une troisième conception, c'est le Dual Homed, tout simplement, qui vise à augmenter la redondance à travers l'ajout d'un deuxième routeur chez l'ISP. Et on va connecter notre entreprise au fournisseur de services à travers 2 liens partant de notre routeur vers chaque lien partant vers un des routeurs de l'ISP. Une autre amélioration de la redondance du premier de ce scénario, c'est l'ajout l'utilisation de 2 routeurs au niveau local et 2 routeurs au niveau de l'ISP. Et entre chaque paire de routeurs, nous allons utiliser un seul lien d'interconnexion. Il est clair qu'on va gagner énormément, que ce soit en termes de capacité d'échange et aussi en termes de disponibilité, sauf que le fait qu'on passe à travers ou bien par un seul et unique fournisseur d'accès Internet, ben là, ça représente une limitation
parce que si jamais le fournisseur, l'ISP n'est plus disponible, ben, nous serons coupés du reste du monde. Pour améliorer le précédent scénario, ben là, on va faire appel à une deuxième interconnexion avec un deuxième fournisseur de services et ça va faire naître ce qu'on appelle les scénarios Single Multi-Homed Autonomous System. Et là aussi, on peut utiliser un routeur au niveau de l'entreprise et un routeur par ISP, ou bien ajouter pour des besoins d'amélioration de capacité de redondance, ajouter un routeur au niveau de l'entreprise et de ce fait utiliser deux routeurs. Chaque routeur entreprise part vers un routeur chez l'ISP, un ISP différent. Le dernier scénario qu'on peut citer, c'est le quatrième, c'est ce qu'on appelle le Dual Multi-Homed Autonomous System. Ça veut dire une conception à double hébergement dans laquelle nous sommes connectés à deux fournisseurs d'accès Internet différents et nous utilisons des liens redondants. Il existe quelques variantes. Dans la première variante, nous avons des fournisseurs d'accès Internet avec des liens redondants. Et donc c'est ça. Donc l'entreprise est connectée avec chaque fournisseur de services à travers des liens qui sont redondants. Nous pouvons améliorer ce scénario à travers l'ajout d'un autre routeur pour améliorer la redondance et aussi la capacité. Et de ce fait, nous avons autant de chez le client, chez nous, ça veut dire chez l'entreprise, nous aurons autant de routeurs d'interconnexion qu'il y a d'ISP et aussi nous avons un dédoublement de liens d'interconnexion. Et le dernier scénario, c'est au lieu d'utiliser deux liens connectant deux routeurs, et on va essayer de croiser les liens, ce qui va permettre d'améliorer de façon significative la redondance, sauf que ça sera des solutions qui sont relativement coûteuses. Donc, en résumé, vous avez maintenant appris quelles sont les différentes options de connexion entre une entreprise et son fournisseur d'accès Internet. Le single home dans ce scénario, on connecte l'entreprise à un seul fournisseur d'accès Internet via un seul lien. Le dual home, on connecte l'entreprise à un seul fournisseur d'accès Internet via des liens dédoublés. Le single multi-home, on connecte à deux fournisseurs d'accès Internet en utilisant des liens simples. Et le dual multi-home, on connecte à deux fournisseurs d'accès Internet via des liaisons doubles. Ok, ceci étant dit, jetons maintenant un coup d'œil sur les accords qu'on peut établir entre deux voisins, entre deux systèmes autonomes voisins. Tout d'abord, il est à noter qu'à l'échelle des systèmes autonomes, deux types de liens d'interconnexion peuvent être envisagés, à savoir des liens privés, habituellement des lits loués entre deux routeurs qui appartiennent à deux domaines différents, ou bien des connexions à travers ce qu'on appelle un AXP, un point d'échange public. On verra par la suite son utilité. Généralement, via cet AXP, c'est une infrastructure data center qui permet d'interconnecter des routeurs appartenant à des domaines différents. Pour garantir la connectivité totale, les administrations de systèmes autonomes négocient en général des contrats économiques d'interconnexion bilatéraux dans lesquels les deux parties spécifient les différentes destinations accessibles via cette interconnexion, les tarifs et si nécessaire les conditions à respecter pour la qualité, la disponibilité, la sécurité et j'en passe. Dans ce contexte, nous pouvons distinguer deux types d'accords d'interconnexion, à savoir le transit et le peering. Regardons ce que permet un accord de voisinage de type transit. Le transit est un accord commercial entre un client et un fournisseur.
qu'on va appeler le transitaire. Ce fournisseur, il assure l'acheminement du trafic du client vers ou depuis le reste d'Internet. Le fournisseur est appelé aussi opérateur de transit, facture à son client le trafic échangé. Et bien sûr, son domaine, on va l'appeler un transit domaine. Ce domaine, ce transit domaine va permettre à des domaines externes d'utiliser sa propre infrastructure pour l'envoi et la réception de paquets vers d'autres domaines. Le client, il peut ainsi envoyer à son fournisseur ses routes internes et les routes apprises à partir de ses propres clients. Le fournisseur va par la suite procéder à la propagation, ça veut dire la publicité de ces routes, de sorte que l'Internet entier puisse atteindre son client et bien sûr les réseaux de son client. Le fournisseur va envoyer à ses clients toutes les routes dont il détient la connaissance et le client sera par la suite capable d'atteindre n'importe qui sur Internet. Pour ce qui est de l'accord de Payline, un voisinage de type Payline, c'est un accord d'échange direct entre deux systèmes autonomes et entre leurs clients. Un accord de Payline est généralement conclu entre deux systèmes autonomes équivalents. Le trafic en général échangé selon un accord de Payline n'est pas facturé. Sauf que si le débit, s'il se trouve qu'il y a un débit qui est très déséquilibré entre les deux systèmes autonomes, l'accord de Payline peut éventuellement devenir un accord de Payline, sauf que il sera un accord de Payline payant. Payant soit par la facturation de l'extension de la capacité du lien d'interconnexion, soit par la facturation du surplus de trafic échangé. Une dernière possibilité d'interconnexion devenue possible pour se connecter à Internet est de passer à travers un IXP. L'IXP, ça permet d'éviter ce qu'on appelle le trombone effect ou bien l'effet trombone. Par exemple, ici, nous avons un système autonome d'un opérateur sur Casa qui souhaite se connecter à un autre système autonome d'un autre opérateur sur Rabat. Si jamais la politique de routage de Casa ce système autonome sur Casa, il a une relation de peeling gratuite vers Dakhla, ou bien même il a un transitaire sur Dakhla, le trafic va devoir partir jusqu'à Dakhla pour finalement retourner chez Rabat. Donc là, il y a un gaspillage de ressources, il y a un gaspillage, il y a aussi un impact sur la qualité de service et aussi sur la sécurité. Donc le point d'échange, c'est une infrastructure d'interconnexion distribuée sur plusieurs centres d'hébergement de données, déjà des data centers, qui permet à des systèmes autonomes d'échanger directement leur trafic. Le schéma logique d'un point d'échange est une plateforme de commutation sur laquelle vont se connecter des routeurs, les routeurs des systèmes autonomes membres de l'IXP. Généralement, chaque système autonome membre va payer les frais d'installation et les frais mensuels pour s'interconnecter au point d'échange. Donc, les avantages, les IXP, ils ont de réels avantages, que ce soit en termes de trafic, parce que statistiquement, entre 20 et 35% du trafic, ça sera un trafic domestique. Et on va réduire les coûts d'interconnexion parce qu'on va utiliser on va réduire l'utilisation du lien d'interconnexion. Ça va améliorer la qualité de service, surtout la qualité de service, par exemple, dans le cas de la voie sur LTE, par exemple, et ça va améliorer la résilience du réseau. Ok, j'arrive à l'avant-dernière partie de cette présentation qui concerne la classification des systèmes autonomes. Il est à noter qu'avec le temps, l'architecture Internet s'est organisée
en niveau, appelés des tiers, et qui sont en nombre de 3. Ça veut dire que les fameux systèmes autonomes dont on a parlé tout à l'heure, ou bien jusqu'à maintenant, ils seront organisés en des niveaux, des strates. Ces strates, on va les appeler des tiers, et nous avons 3 types de strates, ou bien 3 niveaux de systèmes autonomes, en fonction de leur fonction, leur nature, leur importance, leur utilité et leur valeur. Pour comprendre la raison derrière la naissance d'une telle architecture, je vous invite à faire des recherches sur le concept de réseau petit monde, derrière lequel il y a le grand scientifique Stanley Milgram, et aussi le concept d'algorithme d'attachement préférentiel tel qu'il a été très bien démontré dans la littérature des réseaux. Donc là, nous avons des Tier 1, Tier 2 et Tier 3. Pour les Tier 1, les plus gros des systèmes autonomes sont dits des Tier 1, qui se sont retrouvés avec le temps au niveau du cœur d'Internet, et ce grâce au fait qu'ils ont développé un réseau longue distance, ils se sont bien positionnés, ils disposent d'infrastructures d'interconnexion avec les autres grands opérateurs à l'échelle internationale. Et en général, les systèmes autonomes appartenant au Tier 1, ils ne font pas recours à aucune prestation de transit pour accéder à l'intégralité d'Internet. Par exemple, l'opérateur Level 3 est un fournisseur de près de 4000 clients, et il a des accords de peer-in avec près de 70 systèmes autonomes. La stratégie de peer-in au niveau du Tier 1, on l'appelle une stratégie de peer-in de type restrictive, ce qui veut dire que si vous souhaitez faire du peer-in avec un système autonome de niveau 1, ben, ça sera très très difficile, dans la mesure où ce dernier va vous imposer des contraintes très strictes en termes de couverture géographique, en termes de capacité, en termes d'équilibre de trafic échangé, ce qui veut dire que ça sera très difficile pour un nouvel entrant d'établir une relation de peer-in avec les Tier 1. Les acteurs du Tier 2 sont de plus petite taille, ils ont des accords de peer-in entre eux, mais ils se limitent à une zone, sur certaines zones géographiques. Donc, généralement, pour pouvoir se connecter à l'Internet global, ils doivent faire appel aux services de transitaires. Leur stratégie de peer-in, on l'appelle une stratégie sélective, dans la mesure où ils vont essayer de chercher des systèmes autonomes équivalents qui vont leur permettre de réduire leur facture de transit. Et finalement, nous avons les Tier 3. Vous l'avez deviné, ça englobe tous les autres acteurs d'Internet qui n'ont recours qu'au transit. Ça veut dire qu'ils n'ont pas d'autre solution que de passer à travers le niveau 2 ou bien le niveau 2 pour par la suite atteindre le niveau 3 et finalement le backbone Internet. Ces Tier 3, ils adoptent une stratégie de peer-in ouverte. Ça veut dire qu'ils vont essayer d'établir le maximum d'accords de voisinage possible. Pour pouvoir réduire la facture d'interconnexion, ils vont essayer de faire appel à des interconnexions AXP. Ok, donc finalement, l'interconnexion peer-in au transit, vous l'avez remarqué, est primordiale pour le fonctionnement d'Internet. Et elle est au cœur de nombreuses batailles qui se passent dans l'ombre. Parce que, faute d'un accord de peer-in, par exemple, les clients d'un fournisseur d'accès Internet, d'un ISP, ils vont subir parfois de grosses lenteurs, faute d'une interconnexion qui est insuffisante. Ce qui veut dire que la façon avec laquelle votre système autonome est interconnecté avec les voisins, les types de voisins avec lesquels on se connecte, les types de liens qu'on utilise, les types de routeurs qu'on utilise, ça va impacter par exemple les délais d'accès au service Internet, la disponibilité du service, la sécurité du service.
Quoi qu'il en soit, peering au transit, c'est donc avant tout une histoire d'accords commerciaux, de taille des protagonistes, de politique interne et plus globalement de volonté de part et d'autre. Ce qui veut dire que un accord avec un transitaire, avec le temps, il peut se transformer en peering si le petit acteur grandit et vice-versa quand le rapport de force s'inverse. Pour, terminer cette présentation, je termine avec quelques chiffres. En effet, pour arriver à destination, les paquets traversent des systèmes autonomes, un ensemble de systèmes autonomes. Le paquet qui sort de votre terminal pour atteindre sa destination, il va traverser un certain nombre de systèmes autonomes. Donc 80% sont des systèmes autonomes terminaux, c'est-à-dire qu'ils ne font transiter aucun trafic vers ou émanant d'autres systèmes autonomes. 64% des systèmes autonomes ont un ou deux voisins. 1% des systèmes autonomes ont plus de 100 voisins et une cinquantaine de systèmes autonomes, ils ont plus de 1000 voisins. Ce qui veut dire que si on essaie de représenter ces chiffres, on va trouver que vous avez presque la loi de Pareto qui est respectée. 20%, soit 80% ce sont des terminaux et les 20 autres pourcents ne sont pas des terminaux. Vous avez un faible nombre de systèmes autonomes constituent le cœur d'Internet. Ce qui veut dire qu'on peut très bien les qualifier de hubs de systèmes d'Internet. Et ces hubs, ils vont faire leur existence, ça aura un impact sur la distance séparant n'importe quel deux systèmes autonomes à l'échelle Internet. Cette distance, on l'appelle la moyenne géométrique globale, qui est aux alentours de 2,55. Ça veut dire que pour connecter n'importe quel deux systèmes autonomes, on va passer au maximum par 3 systèmes autonomes. Avec ces chiffres, j'arrive à la fin de la présentation. J'espère qu'elle vous a apporté de l'utilité. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo qui va traiter du protocole BGP et de son utilisation à l'échelle ou bien pour le routage interdomaine. Si vous souhaitez recevoir les slides de cette vidéo, contactez-moi par email. Je serai ravi de vous les faire parvenir. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne continuation.